votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 29 juin 2017. Merci à toute l'équipe de la Fondation Équipe Québec qui, encore une fois, ont livré la marchandise. Oui, ils ont livré la marchandise, les gars. Une autre saison fort palpitante. Je pense que c'est la Fondation Équipe Québec est ici à radioinfocité.com depuis le début de radioinfocité.com. Au début, on avait Bob Sirois, André Matteau, et bon, Stéphane Anninger, Daniel Saint-Hilaire, Serge Rollin maintenant ont pris la relève. Excuse-moi, Stéphane, quoi? Pierre Trudel. Mais Pierre et Stéphane, il n'est pas dans la Fondation Équipe Québec. C'est vraiment le vaisseau admiral là, de l'émission, c'est la Fondation Équipe Québec. Et puis, ils vont être là la saison prochaine. Et c'est quand même, ne vous inquiétez surtout pas, la Fondation Québec va être durant l'été au rendez-vous ici sur radioinfocité.com. On attend Daniel Saint-Hilaire d'Abidjan, Stéphane Anninger va venir faire son tour, Serge Rollin sûrement aussi, parce qu'on va parcourir les parcs cet été. Salut Stéphane. Bonne émission. Oui, merci. Et puis, comme ça, vous allez entendre parler de la Fondation Équipe Québec durant l'été. N'ayez crainte, mesdames et messieurs. Vous ne pourrez pas vous en sauver. Et encore une fois, je suis très, très, très fier d'avoir ces gars-là avec nous. Parce qu'ils, à leur façon, ils font une contribution extraordinaire à radioinfocité.com, mais aussi pour le Québec. Écoutez, il y a des projets qui s'en viennent. Je vais leur laisser le soin de bien vous les annoncer à l'automne. Mais ils ont des projets, ces gars-là, ça n'arrête jamais. Et à la fin de leur émission, ils vous demandaient de les encourager en achetant leurs produits. Eh bien, je Rendez-vous du samedi soir sur radioinfocité.com. Radio Radioinfocité.com en collaboration avec la Ligue de baseball junior et du Québec présente le meilleur baseball québécois. Les casquettes, c'est toutes des produits qui sont de haute qualité. Et puis, j'inviterais les jeunes, par le fait même, les jeunes qui veulent former une équipe de hockey de garage là, ou de hockey organisé. Eh bien, vous pouvez porter les équipes, les produits de la Fondation Équipe Québec. Vous, à place de vous habiller aux couleurs d'une équipe, disons, quelconque, contactez la Fondation Équipe Québec. À la place d'acheter des chandails d'un magasin de sport, vous pourrez probablement vous arranger avec eux et ils vont se faire un plaisir de vous habiller, comme on dit. Et ça encourage la Fondation, ça encourage les sportifs québécois. Bon, on revient au Journal du Sport. Et encore une fois, comme je vous disais tantôt, ils vont être des nôtres. La Fondation va être des nôtres durant l'été. Notamment le 8, le 15 et le 22 juillet, la Fondation Québec, radioinfocité.com, la Ligue de baseball junior élite du Québec. Nous, on va être présents au match de la Ligue de baseball junior élite du Québec en compagnie de notre annonceur maison Jean Allard et qui va nous amener, qui va nous faire rêver baseball. Ceux qui ne peuvent être présents au terrain, aux joutes de baseball, bien, Jean Allard va nous décrire ça de main de maître et il se prépare. Là. Sachez une chose, il se prépare. Ça prend du temps et ça prend beaucoup de préparation pour annoncer un match de baseball. Statistiques, joueurs. On n'arrive pas pour décrire un match de baseball comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Maintenant, Antoine Boucher-Paquette va être avec nous ce soir dans quelques minutes. Il m'a dit qu'il serait un petit peu en retard. Et moi, j'ai pour vous garder quelques nouvelles. Quelques nouvelles qui ont retenu mon attention.
Mais il y a quand même un dossier que je tiens beaucoup, c'est les prochaines élections au Québec. Et à ce niveau, je vais analyser avec vous une partie des derniers sondages qu'on a eus dernièrement. Et tout ça, vous pourrez suivre avec moi les conversations qu'on va avoir en allant, pendant que je vous parle, là, sur le site Too Close to Call. C'est ou en français, c'est si la tendance se maintient, mais je pense que c'est plus connu sur Too Close to Call. Et vous allez voir que il y a des tableaux sur ce site et vous allez pouvoir suivre ce que je dis avec les tableaux. Ça va être interactif, comme on dit. Et j'aimerais ça que vous puissiez googler Too Close to Call immédiatement. Mettez ça dans une fenêtre de votre ordinateur. Là, ouvrez une fenêtre et quand je serai rendu à ce sujet, ben, vous n'aurez qu'à cliquer sur votre fenêtre et vous pourrez suivre les chiffres avec moi. Et on va y revenir à chaque fois qu'il va sortir un sondage, parce que n'oubliez pas que la maison Too Close to Call font une pondération des sondages. Ils jouent un peu avec les chiffres et ils font une moyenne de tous les sondages. Et c'est pour ça qu'on dit en français, si la tendance se maintient. Ben, c'est un peu la phrase de Bernard de Rome, là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je suis ça comme des malades suivent le hockey. Moi, c'est les sondages. Je dis pas que je suis un spécialiste, loin de là. Mais faut admettre que c'est une science qui est passionnante. En tout cas, c'est mon goût à moi, là. Et puis, ça me passionne et je suis ça quasiment à la lettre. Comté par comté. Et si j'avais un peu plus de temps, eh ben, j'irais regarder le portrait sociologique de chaque comté. Et quand on dit, puis je vais vous en parler le temps qu'Antoine arrive, avant qu'il arrive, sur le site Too Close to Call, vous allez voir. Attendez, c'est sur le nouveau sondage Main Street et léger. Le PQ toujours devant, le PLQ toujours devant, PQ troisième. C'est 21 juin dernier. Parce qu'il y a 3-4 sujets. Et tout ça est signé par un de nos collaborateurs de temps en temps, Brian Breguet, qui analyse ces sondages et fait la compilation, les moyennes, et qui, à chaque fois, fait une analyse des derniers développements. Et en date du 21 juin dernier, vous savez, on dit souvent que les libéraux ont 50 comtés en banque. Ce qui est un peu vrai parce qu'on regarde la courbe du tableau du nombre de sièges du Parti libéral du Québec en fonction du pourcentage de voix. Écoutez, les libéraux ont... s'ils avaient 23% du vote, écoutez bien celle-ci, là, mesdames et messieurs. Là. On part comme ça. Là. Les libéraux partent en campagne électorale et s'ils obtiennent 22% du vote, ce qui n'est jamais arrivé, ben ils obtiennent 30 comtés à 22% du vote. Ce qui fait que il faut se rentrer, il faut mettre dans notre analyse que les libéraux partent toujours avec au moins 32
du vote. Et je n'ai pas regardé, depuis les 30-40 dernières années, le plancher minimum que les libéraux vont chercher, élection après élection, en pourcentage de vote. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse d'aller regarder, là, c'est assez rapide. Là. Vous allez sur le site du directeur général des élections et vous allez voir élections. Là. Et puis Québec, là, je vais essayer de le trouver pendant qu'Antoine va venir nous jaser ça tantôt. Le plus bas pourcentage que les libéraux ont eu depuis les 30-40, même, disons, depuis la création du Parti québécois. Même si en 76, l'Union nationale a eu une dizaine, 11 députés, je crois. Mais le plus bas pourcentage que les libéraux ont eu depuis 50 ans, je vais vous dire ça. Mais sachez que ça n'a jamais été en bas de 30-32%. Et à 30-32%, ben disons 30. 30, là, je regarde dans la courbe de mon tableau ici, ça leur donne 48 comtés à 30%. Et à 50 comtés à 31%. Donc, si les libéraux ont 31%, ils ont 50 comtés. Et tout ça, c'est basé sur 10 000 simulations. Pas rien, là, quand même. Là. 10 000 simulations. Si les libéraux, je répète, si les libéraux ont 31% dans les sondages, ils ont un minimum de 50 comtés. Et on sait que dans le sondage qu'on a devant nous, le Parti libéral est à 30 chez le Léger, 33 chez Main Street. Si on le met à 33 dans le tableau, 33%, ça met les libéraux à exactement 50... à 33%, ça les met à 52-54 comtés. Si on les met à 56%, à 36%, excusez-moi, 36%, ils ont presque la majorité. Ils ont 62-63 sièges. Et il y a des données là-dedans. Là. Il y a des données là, qu'il ne faut pas négliger. C'est que les sondages s'entendent plutôt bien. Sauf Québec solidaire. Et les libéraux à 33-34%, ils ne sont pas des négligés. Là. Ils ne sont pas négligés du tout, du tout. Parce que faut être conscient. Faut être conscient que l'explication pour qu'on peut donner à 32-33%, c'est que les libéraux, s'ils décident, s'ils ont... si on sous-estime les sondages, admettons là, que les libéraux obtiennent une moyenne de 36% des votes, est-ce que c'est possible qu'ils prennent la majorité? Et selon Brian Breguet, il nous dit bien sûr que oui. Même s'il y a une sous-estimation des sondages. Mais si cette sous-estimation est accompagnée d'une très bonne sortie de vote, eh bien, les libéraux peuvent s'en aller avec la victoire. Certaines personnes vont me dire que je suis pessimiste, mais c'est pas moi qui parle. C'est la maison, si la tendance se maintient. Et si on met les libéraux à 38%, il y a une grosse différence entre 36 et 37, 38. On passe de 62 à 70 sièges. 8 de plus en ayant seulement 1,5% de plus. Ce qui fait que
dans ces moments-là, c'est la sortie de vote qui compte le plus, qui est importante, qui devient très importante. Et souvent, on nous dit « Ah, les libéraux sont forts, c'est à cause des immigrants, puis des ethnies, puis... Ben, c'est vrai, mais c'est aussi faux. Je vais vous prendre le comté d'Abitibi-Est. Avec des chiffres comme on voit là, dans les récents sondages. En Abitibi-Est, les libéraux, avec les chiffres que je viens de vous donner, ont 30%, le PQ 27%, puis la CAQ 24%. On ne peut pas dire qu'il y a un haut pourcentage d'immigrants en Abitibi-Est. Donc, le 30%, là, c'est pour ça que je vous disais tantôt, je n'ai pas regardé le portrait sociologique de chaque comté. Mais c'est ce que je vais faire quand même, prochainement, durant l'été. Je vais un peu m'appliquer à ça. Et, exemple, le comté d'Abitibi-Est, le nombre de francophones présents, habitants, le comté. Le taux de francophones. C'est peut-être... Moi, je ne serais pas surpris que ce soit 95% de francophones. Mais on va voir. Je vais vous revenir là-dessus. Ce qui fait qu'il y a des comtés comme ça. C'est évident que si vous prenez Acadie, puis des comtés comme ça, je vais être d'accord avec vous. Mais des comtés en région, il y en a. Il y en a qui sont libérales et c'est des comtés où il y a un haut taux de pourcentage de Québécois de souche, comme on dit. Donc, ils n'aiment pas ça qu'on dise ça comme ça, mais c'est comme ça pareil. Antoine Boucher-Paquette vient de faire son entrée en studio. Salut Antoine, comment ça va ce soir? Bonsoir François, ça va, merci. Bonsoir aux auditeurs. Je parlais de sondage. On va y revenir cet été, Antoine, parce que on rentre dans une année électorale et sait-on jamais, il se pourrait fort bien qu'on soit en élection dès cet automne. Je dis pas que ça va être le cas, mais il ne faut pas exclure ça de notre analyse parce que c'est pas pour rien que François Legault a donné comme avertissement à ses députés et à ses organisateurs d'être prêts en tout moment. Et le Parti québécois est prêt aussi. Et là, on s'en va en pause estivale, mais sait-on jamais, le premier ministre Couillard peut arriver du jour au lendemain. J'ai un grand projet de société et j'ai besoin d'un mandat clair. Il y va tout de suite. Mais il y a autre chose qui va arriver incessamment dès la rentrée cet automne. De la rentrée, même avant l'automne, je pense. C'est un congrès national du Parti québécois. Et ce congrès qui devient, disons, important parce que c'est à ce congrès qu'on va procéder à un vote de confiance sur le chef, Jean-François Lisée. Je pensais que les votes de confiance allaient seulement après une élection générale. Mais force est d'admettre, il faut bien croire que je n'avais pas raison. Parce que Jean-François Lisée vient d'être élu comme chef, ça fait 1 an environ. Et déjà, on met son... les membres... Il faut que les membres se prononcent sur la confiance qu'ils ont envers lui. Est-ce que le Parti québécois, est-ce que les membres du Congrès vont donner leur confiance à Jean-François Lisée? Première réflexion qu'on peut avoir là-dessus, beaucoup de gens vont nous répondre, ça serait complètement idiot, 1 an avant les élections comme ça, de changer de chef, ça n'a pas de sens. Déjà, avoir passé 2 courses à la chefferie, ça coûte cher une course à la chefferie, ça n'a pas de sens. Mais,
Ah, c'est là qu'il faut réfléchir davantage. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Parti québécois à 22 %. Et s'il y a d'autres sondages, et ne vous surprenez pas s'il y en a, parce qu'il va y en avoir d'autres d'ici le mois de septembre, pour mettre la table pour le congrès du PQ, on va en faire des sondages. Et si la tendance qu'on voit actuelle se maintient, que le PQ reste à 22 et descend même à 21, 20, 19, oh, ben là, qu'est-ce que les congressistes du Parti québécois vont faire? Est-ce qu'ils vont vouloir s'en aller à l'abattoir? Est-ce que Jean-François Lisée va se dire, bon, est-ce que c'est moi le bon chef pour les prochaines élections? Je ne veux pas amener le PQ à sa pire défaite depuis le début. Je me retire. Est-ce qu'il se pourrait qu'on assiste à une troisième course au leadership pour le Parti québécois dans le présent mandat Couillard? Là, Antoine, je te vois un peu affecté, on dirait. Mais est-ce que tu penses que non pas mon analyse, mais disons, ma perception de la chose, est-ce que tu penses que ça peut être possible? Je te dirais, je suis plus surpris de rien maintenant, donc si c'est le cas, ce serait la catastrophe, dans un premier temps. Moi, j'aimerais savoir, je sais pas si tu as l'information, à savoir, est-ce que au Parti québécois, c'était déjà prévu d'avoir ce vote de confiance-là? Ou est-ce que c'est à tous les congrès comme ça, annuellement, ou... Enfin, ça Moi, serait... comme je t'ai dit tantôt, j'étais Ce certain serait bon. que c'était après le premier congrès après chaque élection générale. OK. Donc, Là, enfin, ça est-ce serait bon que de savoir ça, Ouais. premièrement. Deuxièmement, moi, j'espère... Je vais vous dire, selon moi, ce qui est le mieux, là. C'est que, peu importe, il n'est pas question de changer de chef, là. Avant mais attention, hein, Bernard Landry, s'il a quitté à mais 76. ça, c'était justement très mauvais. Il aurait jamais dû faire ça, donc... Attention, mais écoute, je n'ai pas vérifié ça, là. Vu ce que ça donnait après, c'était Boisclair après. Ouais. Ça a rien donné de bon. Mais je peux te dire une chose, hein, moi, Antoine. L'orgueil, parfois, chez les gens. Effectivement, mais moi... Si Lisée a 55% des votes de confiance, il va s'en aller. Moi, j'espère Et qu'il va je le suis prendre. content que tu aies dit tantôt, plus rien peut me surprendre aujourd'hui. Ça fait que... Oui, clairement. On l'a vu, juste... De toute façon, ça fait déjà plus de 20 ans là, que ça dure. Au niveau stratégie, c'est n'importe quoi là, au Parti québécois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on n'a pas le luxe, de toute façon, de prendre un autre chef. Même si le vote de confiance était mauvais, j'espère de tout cœur que Lisée va prendre acte et il va tout simplement dire on change la stratégie. Parce que pour l'instant, le parti ne me fait pas assez confiance dans l'orientation qu'on a pris pour 2018. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, mais de faire une course à la chefferie juste avant, de toute façon, en plus, imagine les libéraux qui voient ça. Le Parti québécois qui retourne en course à la chefferie, ça eux, n'a ils pas de se sens. bidonnent. Eux, ils vont juste déclencher les élections avant qu'il y ait un nouveau chef au Parti québécois. Tant qu'à ça, ce serait la meilleure stratégie. Le Parti québécois aurait rien d'autre qu'un chef intérimaire à mettre dire que devant les libéraux vont déclencher l'élection avant le congrès national du PQ. Non, pas avant le congrès national du PQ. C'est dans l'optique où le vote de confiance envers Jean-François Lisée est mauvais. Dans l'optique où, comme tu le supposais, Jean-François Lisée démissionne et qu'on tombe de ce fait en course à la chefferie encore une fois au Parti québécois, les libéraux seraient complètement fous de ne pas déclencher des élections anticipées. À quelque part, et il faudrait qu'ils attendent. Il faudrait qu'ils attendent pour... La fin du mois. Il faudrait qu'ils attendent que le chef du Parti québécois soit élu. Oui, parce que l'élection est déjà quand même à date fixe.
Et Ok, donc tu veux dire que ce serait à l'automne 2018. Ouais, Il serait, ouais, pas, ouais, il serait ouais. obligé de respecter la date Ouais, fixe. ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que là, le PQ n'a pas de chef, puis là, les gens se diraient là, c'est pas correct. Mais d'un autre côté, De toute façon, le PQ, les libéraux pourraient dire écoute, on n'est pas pour attendre le PQ, ils sont constamment en course à la et chefferie. voilà, de toute façon. Mais justement, par rapport à ça, qui y aurait d'autre de toute façon? Qui serait plus talentueux? Qui aurait plus de prestance? Qui serait plus connu que Jean-François Lisée? Moi, j'en vois pas. Ouais, puis il y a un autre, je te dirais, il y a un autre argument qui, à mon avis, plaide en faveur de Jean-François Lisée. C'est le fait que, quand on regarde les autres chefs des autres partis, des partis, on les analyse un peu, puis on se dit, Lisée, il est aussi bon qu'eux, puis probablement meilleur qu'eux. Il est meilleur. S'il y a quelqu'un qui peut performer dans le débat des chefs, entre autres, c'est lui. Donc, je parle même pas du débat des chefs, je parle d'administration publique, d'occuper le poste de premier ministre. Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense En que termes de Lisée, compétences. en termes de compétences, oui. il est capable de faire le boulot en maudit. Là, on Ben s'entend. là, il y avait la jeune trentaine qui était conseiller de Parizeau. Et de Bouchard ensuite. Il connaît les rouages, là. Il sait Tout comment à ça fait. marche. Il sait comment ça marche. Puis on n'a pas peur de lui donner la clé de la maison. Tu comprends? C'est clair. Bon. Legault aussi sait comment ça fonctionne. Il a été ministre de l'Éducation, mais il connaît les rouages aussi. Évidemment, à Couillard, quand même, je sais, mais on peut pas dire le contraire. Il est premier ministre. Mais, puis tu regardes l'image des trois chefs en avant de nous, là. Puis je pense que Lisée n'a rien envié aux deux autres, là. Non, effectivement. Puis de toute façon, il faut regarder qui pousse au PQ en ce moment. Puis il n'y a rien. À mon avis, je vois personne, en tout cas, de crédible pour l'instant. Je ne penserais pas qu'Alexandre Cloutier allait se baigner dans une troisième course. Là. Ah, mais de toute façon, Alexandre Cloutier, je veux dire, si déjà la stratégie du Parti québécois actuelle pour 2018, là, donc le virage vert avec le plan pour la diversité et tout, donc vraiment, on reste là dans le centre-gauche à la sauce progressiste, pour ce que ça veut dire encore aujourd'hui. Mais comment Alexandre Cloutier pourrait jouer une autre carte que ça? C'est exactement le genre de stratégie qu'il prônait, lui, à la dernière course à la chefferie. Moi, mon seul espoir par rapport au Parti québécois, c'est que Jean-François Lisée comprenne où est son intérêt, où est l'intérêt du Parti québécois en tant que tel. Puis là, comprenez-moi, où est son intérêt? Son intérêt, disons, pour sa circonscription, c'est peut-être justement d'essayer de la jouer un peu à la QS. Mais l'intérêt du Parti québécois, donc au niveau national, c'est vraiment de jouer la carte nationaliste, identitaire et la défense des intérêts supérieurs du Québec. Parce qu'il n'y a personne en ce moment qui est crédible là-dessus. Puis il y a encore un électorat pour ça, là. C'est sûr et certain. Il est capable d'aller chercher. On l'a vu avec la Charte des valeurs, de toute façon. Il est capable d'aller chercher au moins 40% des gens s'il joue bien ses cartes. Puis à 40%, il peut l'avoir. Mais il faut complètement... Il faut retourner la stratégie, là, tout simplement. Puis l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. Le fait de contrer Énergie Est, il y a toutes sortes de manières d'être contre Énergie Est. Là, il prend sur le plan de l'environnement. Il a tout à fait raison, là. C'est sûr que personne veut un autre lac mégantique. Puis d'ailleurs, il devrait plutôt la jouer là-dessus, sur le lac mégantique, sur le fait que le Canada n'a pas joué son rôle, puis que le gouvernement Couillard n'a rien fait pour, puis qu'il a fait de la plaventrisme comme d'habitude. Puis il pourrait jouer cette carte-là plutôt, style contrôle du territoire, sécurité des citoyens. On est mal servi par Ottawa. Il pourrait jouer ça. Mais là, il décide juste de la jouer à la sauce écologiste. Mais c'est pas suffisant. Oui, tu peux le dire. C'est un argument massu, là, de dire que c'est grave pour l'environnement, c'est mauvais tout simplement pour nos rivières, puis c'est de l'eau qu'on boit. Donc déjà là, ça rejoint les gens. Mais il y a toutes sortes d'autres façons de le ramener, soit
le contrôle du territoire, le respect de nos intérêts, puis tout simplement dire que, regardez, au Canada, ça brasse en ce moment la Colombie-Britannique, Ottawa et l'Alberta en ce moment. Puis la Colombie-Britannique n'a pas l'intention de laisser le pipeline passer. Donc pourquoi le Québec le laisserait passer de toute façon? Bon, ben, il faut jouer cette carte-là. Il faut jouer la carte de la souveraineté. Souveraineté au sens... Territorial. Oui, souveraineté au sens territorial, souveraineté qu'on est maître chez nous, rejouer ces cartes-là. Puis tous ceux qui viendront nous dire par la suite, disons Couillard, là, qui va se la jouer, ben oui, on le sait bien, les souverainistes, blablabla, on sait ce qui nous réserve, l'indépendance, les référendums. On a juste à leur mettre en pleine face. Est-ce que Monsieur Couillard, croyez-vous vraiment que la Colombie-Britannique songe à quitter le Canada? Parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est exactement ce que la Colombie-Britannique a fait depuis à peu près 1 an ou 2. Au moins. Donc, il y a moyen, c'est tellement gros, il y a moyen de défaire tous ces arguments-là, toute cette démagogie de pré-campagne électorale-là, qu'on sent venir de toute façon. Donc, il faut à mon avis, il faut la jouer sur la fierté, il faut la jouer sur nos intérêts. Parce que c'est ça la politique, c'est nos intérêts. Donc, je vois pas pourquoi le Parti québécois parle pas de Québec d'abord, Québec tout le temps, notre fierté, notre territoire, on l'a bâti, nos ancêtres l'ont bâti, puis on le bâtit encore aujourd'hui. Puis là, tu peux le dire, on le bâtit encore aujourd'hui avec les nouvelles vagues d'immigration. On continue une autre histoire ensemble. Tu peux tout mêler ça, mais il faut que la carte mère, si je peux parler en termes informatiques, mais il faut que la base soit sur le nationalisme, les rapports de force, puis l'intérêt. Faut que le Parti québécois se mette comme le défenseur incontournable des intérêts des gens. Puis en ce moment, ils sont pas défendus ni par le Parti libéral, ni par la CAQ, ni par Québec solidaire, à tous les niveaux. Faut juste changer le discours. Puis je vois même pas pour... Même si jamais ça va vraiment mal avec l'ISée, là, ben, qui ressorte une charte, merde. Qui en sorte une. Ça va marcher. Ça va marcher, c'est sûr et certain. De toute façon, Pauline Marois aurait pu gagner haut la main. Non, mais l'Isée voulait démissionner sur la charte. Non, mais l'Isée... Il avait dit ça, mais il peut le mettre, il peut le remanier à sa sauce. Ben c'est ça. L'Isée, il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'on renvoie les gens à cause qu'ils portent un signe religieux. Donc, il voulait leur garantir une clause de style grand-père, du fait que les gens qui sont en ce moment dans le système gouvernemental ne seront pas... Exactement. Mais il y a moyen d'aller chercher les gens. On l'a vu. Il faut juste une colonne vertébrale. Donc, toi, tu donnes la recette. Là. Tu donnes la recette. Ben, oui, pas peur. Assume-toi, Antoine. Assume-toi. Moi, je crois que c'est la chose pour gagner. La recette, c'est sortir une nouvelle charte, c'est ça? Entre autres. C'est de le jouer sur les aspects plus que identité. L'environnement, quoi. Ben oui. Oh, oui. Parce que l'environnement, là, QS a à peu près le monopole de ça, de toute façon. Donc, les gens qui sont vraiment concernés là, par l'environnement, disons, comme numéro 1, numéro 2 de leurs intérêts principaux pour aller voter pour quelque chose, sont acquis, QS, Parti vert. Il n'y a rien à faire pour les faire changer de bord. Non, ils iront pas voir un parti qui est d'abord nationaliste et vert. Ils vont juste voter vert avant nationaliste parce qu'ils n'en ont rien à foutre du nationalisme souvent. Ou c'est pas dans leur priorité, même si, disons, sont un petit peu d'accord. Et j'ajouterais même, Antoine, que j'ai lu sur les... En quelque part, là, l'analyse d'une campagne électorale au niveau de l'environnement, ça ne compte que pour, je dirais, quelques pourcentages au niveau... Ça vient en importance là, à peu près à 3-4% au niveau de l'importance pendant une campagne électorale de l'environnement. Ouais, le reste, c'est l'économie, les emplois. Hey, t'as vu même le NICAB aux dernières élections fédérales? On en a parlé beaucoup, même que Harper a essayé de surfer là-dessus. Surfer là-dessus, ça n'a pas marché. Trudeau a gagné, puis il était pour. Ouais. Il était pour le c'est NICAB. sûr. Mais Trudeau, il a surfé sur quoi?
les jobs sur le déficit, que c'était Exactement. pas sur Il un déficit, que c'est, non, pas un déficit, sur un endettement qui crée... Parce qu'il a brisé un tabou, Justin Trudeau. Ouais. Il a brisé un tabou en toute fin d'élection. Il a dépassé le NPD sur sa gauche, Oui. alors que Mulcair était en position, disons, d'atteindre le pouvoir et lui voulait rassembler au maximum. Donc, il diluait son discours à gauche pour aller chercher des gens centre-gauche, voire centre, voire quasi centre-droit. Ouais. En disant, on fera pas de déficit, on est responsable. Exact. Bon, ben, Justin Trudeau a brisé un tabou médiatique, alors que tout le monde qui aurait dit, disons, déjà 20 ans avant lui, nous, on va faire des déficits, on s'en fout, il se serait fait ramasser médiatiquement. Mais là, Justin Trudeau est arrivé, il a brisé ce tabou-là. De ce fait, il a incarné, à juste cette phase-là, il a incarné le changement, puis la porte de sortie pour tous les gens qui étaient tannés du régime conservateur, qui était là depuis déjà une dizaine d'années. Donc, le Parti québécois peut faire la même chose. La charte, c'est le même principe, mais sur un autre tableau. C'est de casser un tabou médiatique, donc le politiquement correct ambiant par rapport à l'immigration, par rapport... De rentrer dans le visage complètement aux gens qui disent que la charte, c'est écœurant. Oui, tu lui mets ça en pleine face, tu dis non, excuse-moi, ça ne te tente pas d'en parler, on va en parler. Et voilà. Puis, il s'agit juste d'avoir une colonne vertébrale et de s'assumer. Comme Justin Trudeau le fait en disant, moi, je vais en faire des déficits, puis j'ai pas peur d'en faire des déficits parce qu'on en a besoin, puis ça va être payant. Bon, ben, c'est la même chose qu'il faut faire. Faut pas reculer sur ce qu'on croit être nécessaire et essentiel dans notre société, puis c'est ça la politique de toute façon. Donc, les médias, puis c'est encore mieux parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Brexit, avec Donald Trump. Et même en France, il y a eu ce même phénomène-là à la Macron, sauf que, bon, bien sûr, Macron et Justin Trudeau, on sait très bien pour qui ils travaillent. Mais c'est le même principe. Les gens veulent une porte de sortie parce qu'ils sentent que l'avenir politique est bloqué. Ils sentent qu'il n'y a plus... Il n'y a pas de voie... Ils cherchent une voie, mais finalement, pour briser la conjoncture. Les gens sont écœurés d'entendre parler de ça, des chartes, puis des chartes, puis des chartes. Je suis sûr que non. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus capables, mais ces gens-là sont comme radicalisés contre la charte. Donc, ils vont gueuler comme t'as jamais vu ça, là. Ça va gueuler, ça va gueuler, ça va gueuler. Ils vont mettre mur à mur sur les médias sociaux, sur les médias traditionnels, évidemment, parce qu'on sait pour qui ils travaillent aussi tous les médias traditionnels. Donc, Radio-Canada en première ligne, la presse, puis bon, j'en passe des meilleurs, mais même le Journal de Montréal, il y a en masse de chroniqueurs qui vont casser du sucre là-dessus, puis sûr et certain. Pas grave si Luc Lavoie arrive et qu'il casse du sucre sur la tête. Oui, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que les médias ne représentent pas la population. Les médias renvoient par le haut ce qu'il faut, une image faussée de ce que les gens pensent, ou disons de ce qui est bon de penser, ce qui est bon de pas penser, ce qui est bien, ce qui est bon, qui est à gauche, qui est à droite, qui est à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est eux qui mettent les étiquettes. Mais à un moment donné, je suis convaincu, en remettant le doigt dans l'engrenage de l'identité, les médias vont jouer le jeu du parti qui va décider de se salir les mains. Comme c'est arrivé avec Donald Trump. Ils vont lui faire tellement de publicité. Ce qu'il faut, c'est cliver sur un sujet. C'est pas de jouer on est vert, on est diversitaire, on est ci, on est ça. Tout le monde joue là-dessus de toute façon. Tu vas pas chercher la plus-value. Legault va pas trop jouer là-dessus. Là. Non, Legault va pas jouer là-dessus, mais Legault osera jamais aller jouer dans l'identitaire comme une charte des valeurs 2. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Donc, voilà ce que le Parti québécois doit faire. Il doit, comme Justin Trudeau le fait avec le NPD, le Parti québécois doit aller contourner parce qu'il faut se dire la CAQ sur le terrain de l'identité. Donc, il doit le contourner par la droite, disons. Parce que, oui, pour ce que ça veut dire encore droite-gauche. Dans une campagne électorale, il y a 30 jours, puis on se dit toujours, c'est décidé d'avance pour chaque parti. Là. Jour 1, on s'en va là-dessus. Jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Oui, c'est clair.
Notre plan de campagne, c'est ce qu'on appelle un plan de campagne. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le plan de campagne, là, il peut basculer parce que il y a une bourde qui est faite par un des candidats qui vient de dire une niaiserie, puis là, les journalistes se lancent tout là-dessus. Exactement. Exemple, tu sais, là, Laurent Lessard, lui, il est bon là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est un genre de député qui pourrait s'enfarger dans un porte-à-porte, puis aujourd'hui, on sait pas, hein, avec les petits téléphones intelligents, tout peut être enregistré pendant le porte-à-porte. Oui, puis- ça, c'est sûr. puis, bon, ben, on peut... Puis ça peut... il peut arriver une gaffe comme ça. Des gaffes des gaffes qui ne sont pas prévues, des imprévus de campagne. Mais il y a un autre fait, parce que puis, on connaît les 3-4 sujets de thèmes de campagne. On sait que les chefs vont aller se promener à tour de rôle dans une ferme. Après ça, ça va être le thème de la famille. Ils vont aller dans une garderie. Ils vont tous aller s'asseoir avec des enfants. Et on a déjà vu Couillard, là, il était avec des enfants hier, là, dans une garderie ou quelque chose du genre. La maternelle à 3 à 4 ans. Ils vont aller faire leur... Tu sais, on connaît comment ça se passe une campagne. Mais à un moment donné, je peux te dire une chose. Pas moi qui te dis. La meilleure défensive. C'est l'offensive, Exactement. bien sûr. Si tu passes à l'attaque, puis tu dis, et puis tu cesses de réagir, et au lieu, tu agis. Et c'est ce qu'on a vu beaucoup. Ouais, Là, il faut imposer ses thèmes. Il faut imposer ses thèmes. Puis si l'Élysée arrivait en début septembre, là, tout de suite après la fête du travail, ou au Congrès national qui s'en vient, là, il y a l'occasion en or pour le faire. Et puis pour avoir son leadership, là, son pourcentage qu'il veut, il peut mettre la table un peu avant. Là, avant le Congrès, là, une semaine ou deux avant, là, il dit, bon, on arrive avec un beau projet. On va arriver avec une nouvelle charte. Ah, ben là, ça va gueuler chez Québec solidaire, ça va gueuler chez les libéraux, ça va gueuler chez la CAQ. Ah, c'est effrayant, ils veulent nous retremper dans le racisme et ils veulent souffler sur les braises de l'intolérance. Ben, c'est là que tu viens de gagner des points, peut-être. Oui, mais justement, puis là, c'est encore mieux, parce que à force que toute la machine médiatique, tous les bien-pensants de ce monde au Québec se mettent à gueuler en chœur racisme, 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 racisme à toutes les sauces, ben tous les gens qui vont être un peu d'accord, même juste un petit peu, là, qui vont se dire, ben voyons, ça, c'est pas si extrême que ça. Moi, je me retrouve là-dedans. J'avais pas l'intention de voter pour le Parti québécois, mais là, si tout le monde se met à me traiter, moi, de raciste, ben un instant, on va vous en mettre plein la gueule, là. Puis ça va être tentant d'aller voter pour le Parti québécois parce qu'ils vont tellement se sentir ostracisés par rapport à tout ça. Je suis pas convaincu qu'il va en avoir beaucoup qui vont se coucher, là, puis ils vont se dire « Ah oui, vraiment, je suis raciste. Ah, aidez-moi quelqu'un, il faut me rééduquer. » Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Les gens vont se sentir... Les gens qui sont d'accord fondamentalement là, avec un principe de charte de la laïcité, là, puis là, peu importe les détails, là, que ça soit... avec ou sans le port de signes religieux, de peu importe. Là. Mais le principe global de ça, donc la vision que la société doit avoir, les gens vont s'agglutiner naturellement vers le Parti québécois parce que ils vont se sentir protégés. Exactement. Protégés dans leurs valeurs, étant donné qu'il y a tant de gens qui semblent être haineux à leur endroit, en les traitant de racistes, en les traitant de mauvaises personnes, de xénophobes ou peu importe. Donc ça va automatiquement les ramener au bercail. Parce que justement, la CAQ osera jamais aller là-dessus. Aller aussi loin. Ils oseront jamais. Puis l'électorat du Parti québécois est à la CAQ. C'est pas plus compliqué que ça. Il est là depuis le début. Depuis l'ADQ. Faut quand même rappeler que, parce que Mario Dumont était dans le camp du oui. Oui, et hier, j'écoutais l'émission de Richard Lehir, Jean-Claude Pomerleau, et Philippe Plamondon était là. Et Richard est arrivé, puis je pouvais pas intervenir quand même, c'était à leur émission. Là. Puis il mettait la création de la CAQ sur le dos de Lucien Bouchard. Puis il se faisait à peu près 4 fois pendant l'émission qui associait la création de la CAQ à Lucien Bouchard.
Puis j'écoutais ça, puis je c'est pas vrai. Ça. La CAQ, ça existait avant la CAQ, c'était l'ADQ. La CAQ, c'était à changer de nom parce que le gars est arrivé puis il voulait me donner une nouvelle image, là, puis c'était l'ADQ. Il semblerait qu'il y a eu des tractations en sous-main. Bon, oui, peut-être mais peut-être Bouchard par un le peu. camp des Marais, tout le kit. Ouais, Mais si je me trompe pas, il y a un certain Sirois, je me souviens pas son nom. Charles Sirois. Oui. Donc, il semblerait qu'il a été un des principaux donateurs de la CAQ. Probablement. Je connais pas les chiffres, les états financiers. Moi non plus. Mais oui, ça c'est vrai, Charles Sirois. Bon. Mais la CAQ, c'est l'ADQ. Ça sert à quoi, d'après toi, ce gars-là? C'est une job de bras pour diviser encore une fois le vote francophone. Oui, mais si mal nommé. Oui, je suis d'accord. Mais c'est l'ADQ. C'est la suite de l'ADQ. Oui, bien sûr. Bon, tu sais, les députés de l'ADQ qui étaient élus de l'ADQ, il y en a un avec... c'est comme Québec solidaire, c'est le même principe, mais encore plus nuisible. Oui. C'est de grossir l'interférence à droite du Parti québécois. Mais tu parles de la CAQ. Oui. Parce que pourquoi est-ce que la CAQ est plus nuisible et plus... Mais parce qu'il y a plus de gens qui se retrouvent dans ce discours-là. Bon. Parce que à la base, le peuple, là, OK, que la gauche prétend représenter, là, c'est un peu comme ça, même en France, on le voyait, mais tout ce qui est gauche, socialiste, Parti communiste en France, puis les socialistes donc qui ont mangé la raclée là, avec Hollande et consorts. Mais tous ces gens-là, à la base, là, c'est pas le peuple qui votait pour eux. C'était les bien-pensants de style bobo, là. La gauche bohème, la gauche caviar, comme on dit. C'est ça. Puis donc... c'est tout du monde qui se sont élevés dans la société, mais qui ont encore des idéaux progressistes, mais ils ont pu... Ce qu'ils se rendent pas compte, ou justement ils s'en rendent compte, mais ils l'ignorent, mais ça j'en suis convaincu, le peuple, de facto, est conservateur jusqu'à un certain point. Le peuple, quand il voit les gens du commun, là, les gens qui travaillent, la classe moyenne, mettons, là, ces gens-là sont un peu plus hostiles au changement habituellement. Là. C'est moins les gens qui veulent qui veulent revirer la table. Puis généralement, ils veulent la paix. Ils veulent pouvoir travailler, s'enrichir, en donner plus à leurs enfants. Mais c'est pas... sont pas là pour jouer les tchés, là. Mais justement, ce peuple-là... Puis même, moi, je te parle même de la classe moyenne inférieure, là. Toutes les espèces de nouveautés sur le plan social là, qu'on nous ramène là, avec les LGBT, le troisième genre, toutes ces niaiseries-là. Là. Laisse-moi dire que le peuple, au sens économique du terme, là, se retrouve pas là-dedans. Là. Je suis convaincu que c'est une affaire d'universitaire, cette histoire-là. Là. Parce que c'est là que c'est né de toute façon. La théorie du genre... Puis tout ce qui est les groupes maintenant de défense de toutes les sortes de minorités, ça sort des universités, ça, à pleine pelle. Bon ben, quand tu sors avec un diplôme universitaire, t'es plus dans la même, là je vais utiliser un terme très marxiste, mais t'es plus dans la même classe sociale que le gars qui travaille au salaire minimum ou qui travaille à 15$ de l'heure, 20$ de l'heure, mais qui travaille fort. T'es plus dans la même game. Fait que c'est là où je veux en venir. Généralement, même ceux qui votaient pour Jean-Luc Mélenchon en France, une bonne partie, c'était des profs. C'était des fils de profs. Il y a une partie du peuple qui l'a suivi, Mélenchon, mais il a fallu qu'il modifie son discours par rapport à l'élection précédente de 2012 pour y ajouter une bonne grosse dose de nationalisme et il s'est mis à parler comme De Gaulle sur certains sujets. Il s'est mis à parler à la sauce nationaliste et ça a fonctionné auprès du peuple. Donc les gens du commun. Puis ben voilà, c'est ce que le Parti québécois doit refaire. Le problème, c'est que justement, puis ça je le dis puis je le répète, mais nos élites, avec un Z, avec un gros Z, nos élites pour zéro,
ils sont complètement endoctrinés par la doxa politique ambiante. Donc, que ça soit sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan économique, ça pense tout à peu près la même affaire. Puis, les gens, ces gens-là ont de la misère à sortir de leurs ornières, puis à sortir surtout des sentiers battus pour comprendre de quoi la population est vraiment faite, puis qu'est-ce que les gens en pensent vraiment. Oui, mais je pense qu'au niveau de la continuité de la CAQ, là, parce que là, Legault a quand même une crédibilité. Il a été ministre, il a été transat. Il n'y a pas de charisme. Il pourrait se faire démolir en 2 temps 3 mouvements par Lisée s'il s'y mettait vraiment. Il va s'y mettre. Il n'y a pas d'envergure. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Lisée va s'y mettre. Mais je pense que, bon, il y a 2 tests à passer. Lisée. Le premier, c'est son leadership. Peut-être qu'il va être confiant et jouer la carte du gagnant et en pensant qu'il va avoir ça haut la main. Il peut avoir des petites surprises, là, par contre. Ça s'est déjà vu dans le passé. Et il le sait, d'ailleurs. Et ce que j'ai su cette semaine, je pense que j'ai vu ça là, de passer quelque part. Il va passer l'été sur le terrain. C'est ce que, et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et j'imagine que les autres vont faire la même chose. Là. On est en année électorale. Là. Il va peut-être prendre un petit 2 semaines de vacances, mais à partir du 1er août, là, c'est sur le terrain, épluchette de blé d'Inde. On se comprend. Mais il faut qu'il arrive avec quelque chose au Congrès pour restimuler les troupes. Parce que là, à 22, 23, même s'il augmente à 24, 25, chaque point augmente de façon assez bonne le nombre de députés. Mais il faut qu'il ressorte là, de sa torpeur. Là. Et pour la façon dont il faut qu'il sorte de cette torpeur, c'est d'arriver avec un projet qui peut être rassembleur. Et comment est-ce que tu peux arriver avec un projet rassembleur? Ben, au-delà de ce que les médias vont nous dire, vont nous donner, vont nous affirmer, vont nous essayer de nous convaincre, encore la maudite charte, puis des projets d'identité, puis tout ça. On dira ce qu'on voudra. Mais d'après toi, Antoine, est-ce que c'est un disque qui a trop tourné ou c'est une... Parce que on m'arrive avec l'argument suivant. Ah, tu sais, la souveraineté, là, le monde sont passés à autre chose. C'est un peu comme les journaux papier. Ça existe presque plus. Le monde sont passés à autre chose complètement. Mais j'ai quasiment l'intention ou le goût de leur demander à ces gens-là, mais ils sont passés où? À autre chose. C'est quoi le autre chose? Vers, l'environnement. On sait tout. On est tout pour ça, l'environnement, là, quelque part. Là. Personne n'est assez fou pour pouvoir faire sauter la planète. C'est quoi ça, c'est encore autre drôle. chose? Oui, je sais bien, mais entendons-nous là, au Québec. Là, c'est quoi ça, autre chose? Je sais pas, moi, là, mais il y a une chose que je sais, c'est que les Québécois, pas tous, là, quand je dis les Québécois, là, je parle de souche, là, OK? On s'entend? Oui, bien sûr. Sont fiers de leur identité québécoise. Il y en a beaucoup qui sont encore fiers d'être Québécois. On voit d'ailleurs qu'au Québec, il y a plus de gens qui se définissent comme Québécois d'abord que comme Canadiens d'abord. C'est vrai. Donc, puis, parce que l'identité canadienne n'est pas forte. Hein? Puis ça, il va falloir qu'on y revienne là-dessus. Puis justement, j'aimerais ça entamer dans pas trop long mon sujet de ce soir. Oui, écoute, il est dans 3-4 minutes, mais parce que je voulais te parler de ce sujet-là. Là. Je sais pas si ça touche ton sujet, là, mais... oui, ben justement, ça va avoir un lien. OK, c'est bon. C'est juste le fait que... En tout cas, on va avoir le temps d'en reparler cet été. Non. Mais toi, tu dis, là, pour le moment, Antoine, que la recette, un peu, pour le PQ, c'est de sortir une nouvelle charte. Entre autres. Pas juste ça. C'est que je parle... Le discours, en général, faut qu'il soit sur ce plan-là. Identitaire, les intérêts du Québec d'abord... Les intérêts du Québec tout le temps. On est les meilleurs pour défendre nos intérêts. Puis là, tu peux aller chercher sur le plan économique les sièges sociaux. Ah ben oui. Regarde comment le Parti libéral a foiré.
Regarde, est-ce que la CAQ veut faire quelque chose? Non, ils vont rien faire parce qu'ils veulent jouer la bonne vieille sauce économique néolibérale. Puis là, c'est là que j'en reviens à gauche. Mais le monde ne savent pas ce que ça veut dire, ce néolibéral. Eh oui, ils le savent. Non, ils savent pas. Je m'excuse, là, ils savent pas ce que ça veut dire. Ben, regarde, Non, tout le monde s'en fait rabâcher les oreilles. Non, t'as Ben, pas raison. T'as juste à là-dessus. dire mondialisation. Les Pomerleau puis les bouchers. Dis mondialisation. Hein? Peu importe, dis mondialisation. Ah, OK, mais sinon- arrêtez avec vos discours de mode Ah ouais. néolibéral. Ah, ben, regarde. C'est que le monde qu'on Sinon, comprend tu pas dis- personne, Antoine, avec ça. Bon, ton ben discours, regarde, là. dans ce cas-là, tu dis Ah, nos jobs en néolibéral. Chine, ça va faire. OK, bon, ben, c'est ça, bon, le monde comprenne ça. Bon, ben voilà. Les néolibérales puis les hauts conservateurs. Si le monde ne comprenne pas ça, je m'excuse, là, je veux pas être méchant. Non, avec on vous s'en autres. fout, on Ouais, peut mais le dire d'une les autre façon. chroniqueurs sur radio-cfocité.com, des fois, je vous trouve pas mal trop intellectuels. Ah ouais. Néo-libéral, néo-conservateur, lâchez-moi avec ça, puis parlez-moi des jobs en Chine, puis parlez-moi de ça, qu'on se fait voler les jobs en Chine. Ben, exact. Ça, le monde, ils comprennent ça. Ben, il faut Puis 15 comprendre- piastres de l'heure, ils comprennent ça. Néo-libéral, néo-conservateur. C'est ça, cette affaire-là, néo-libéral. Ben, À un moment donné, on appelle ça Jean-Claude un Pomerleau. concept. Hey, non, mais mon frère Jean était ici. Il est politicien à bâtard, mon frère Jean. T'es ici le soir des élections de Jean-François Lisée, là, quand il a été élu. Là. Puis là, Céline, elle m'appelle, ou elle appelle la ligne ouverte, puis elle parle de la loi 99, puis là, Jean-Claude Pomerleau est tout le temps sur la loi 99. Mon frère Jumeau, il me dit, c'est quoi ça, la loi 99? Il savait pas. Nous autres, on pense que tout le monde au Québec sait c'est quoi la loi 99, puis on fait une bataille là-dessus. C'est Bon, bon, c'est pas- à un moment t'as donné- raison dans ce que tu dis. Ça, je Tu sais comprends. quoi, toi, la loi 99? Non. Bon, ben, calice, tu te le demandes, tu sais pas c'est quoi. Je pense que t'es pas mal politisé, Antoine. Oui, je te dirais, je me suis un peu orienté plus sur l'international ces derniers temps. Oui, Fait mais que tu je sais, vois un sais peu quoi, moins- la loi 99? Vas-y. Non, je sais Non, pas. non, je te l'explique pas. Ah, ben C'est là, la loi. on peut que pas Lucien informer nos Bouchard- auditeurs, François. Oui, c'est la loi que Lucien Bouchard a passée avec Joseph Facal, qui était une réponse à la loi de Stéphane Dion, qui était la loi sur le 50% plus 1 après le référendum de 95. Ouais, ok. Puis là, il disait que ça va prendre 66% pour que... Là, le Bouchard puis Facal a dit non, c'est 50%. Celle qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. c'est ça. Ben, c'est ça, Ouais, la loi. ouais. Tu vois, regarde, ça, là, puis là, puis hier, j'ai Philippe Plamondon, il Ouais. était ici, et il écoutait parler Jean-Claude puis Richard, puis il parlait de l'anticosti, le forage anticosti. J'ai dit, le monde, là, m'excuse, mais le forage anticosti, là, il s'en calisse. Ouais, Ce qu'ils mais veulent entendre parler, c'est loin de la des yeux, fierté loin du québécoise, des jobs. Ils Ouais, veulent ben parler regarde, là, regarde, il y a un sujet, là, hier, qui est arrivé, qui est important. Le gouvernement veut renégocier les médicaments qui sont génériques. Ouais. Trop chers, puis sont trop chers, puis... Ben ouais, c'est clair. Américain, ça fait 3 ans qu'il dit ça. Mhm. Là, c'est-tu bizarre, Barrette? Il y a une négociation. Il y a une négociation avec les pharmaceutiques hier. Les pharmaceutiques ont quitté, je pense, la table de négociation. Puis là, le gouvernement il a dit, bon, vous voulez quitter? Parfait, on s'en va en appel d'offres sur toutes les compagnies pharmaceutiques dans le monde. On veut des offres pour les génériques. Mhm. Ça touche les gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'assurance, puis qui payent plus cher leurs médicaments. Il y a l'assurance médicaments. Tu sais, Ouais, mais ça- le forage dans Ça l'anticosti, touche les puis la gens, loi mais- 99, je m'excuse, là. Mais tu toucheras pas Puis les toi, gens. avec ton néolibéralisme... Dans ta logique, Oui. tu toucheras pas les gens en disant médicaments génériques. Parce que là, si les gens ne comprennent pas néolibéralisme, ils ne comprendront pas de médicaments génériques. Oui, T'as ils juste à comprennent dire, ce on que va- c'est générique parce qu'il y a bien du monde qui prennent des médicaments. Puis quand ils prennent des vrais médicaments, ils savent en maudit combien ça coûte. Puis là, le générique, Ouais, ça, c'est sûr. Non, ils savent, là. Prenez le générique, madame. Il va à la pharmacie, il va te l'expliquer, le pharmacien, quand tu prends des médicaments. Si tu prends le générique, il va te coûter moins cher, monsieur. Ah, c'est quoi ça? C'est la même chose, mais c'est pas... C'est la même recette, mais il n'y a juste pas la marque. C'est ça, là. C'est ça. C'est pas la marque, disons, Tylenol, c'est la marque Président. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, là. Non, mais, C'est là, clair. mais à un moment donné, on va se donner comme mandat. Oui, moi, j'aime ça, écoute. radioinfocité.com, c'est moi qui l'ai fondé. Puis j'aime ça quand on monte le débat un peu là, au niveau intellectuel. Mais à un moment donné, il faut ramener tout ça sur terre. Et pour que... c'est bien beau mettre des nouveaux mots dans la tête du monde, mais c'est qu'à un moment donné, si on veut convaincre le monde, il faut commencer par se faire comprendre. Bon. Ouais, Et là, on je te suis là-dessus, c'est bon. là-dessus, Antoine, pour dire le mondialisme, ça, c'est plus
accessible aux gens que le néolibéralisme et le néoconservatisme et le néocolonialisme. Je veux bien, là, mais qu'on se fasse passer pour des savants. Mais, on en sait des choses, mais on incite pour vulgariser aussi, là. Bon, OK. Là, c'est terminé. Là, moi, j'ai fini de faire mes remontrances. Là. Céline, Richard et Jean-Claude, je vous aime bien quand même. Puis je vais vous garder avec nous autres parce que vous êtes bons. Antoine. Tu voulais nous parler? Non, mais toi, de quoi tu voulais me parler? Là, depuis tout à l'heure, on parle... Ah, ben là, c'est un vaste programme, mais... Il te reste à peu près 25 minutes. Bon, on a le temps. Je te le donne. On a le temps. En passant, il y a une centaine de personnes ce soir... surtout des membres des Premières Nations qui ont manifesté à Ottawa contre le 150e anniversaire de la Confédération. Et ils ont voulu installer un tipi devant l'édifice sur la colline parlementaire, mais il y a des agents de la Gendarmerie royale du Canada et des agents de sécurité qui les en ont empêchés. Et certains ont déclaré que des arrestations ont eu lieu. Et la GRC n'a pas confirmé encore ces informations. Mais ça met un peu Trudeau dans l'embarras. Là, un peu. Ça va le mettre dans l'embarras où ça va ternir peut-être le 150e anniversaire de la Confédération qui va avoir lieu le 1er juillet. Là, donc après-demain, là, il va y avoir des festivités. Mais est-ce que ça va ternir? On verra. Mais en attendant, je sais que en passant, Trudeau, il est en dehors. Hein, il est en dehors du Canada là, aujourd'hui ou demain. Là. Ah, je sais pas. Puis il s'en va au G20, là, il était à Dublin, je pense, si je me souviens bien. Attends, c'est bizarre, excuse-moi, là, je t'amène ça sur un sujet, là, mais j'ai cru comprendre. Si je comprends bien, est-ce qu'il va être au Canada pour la fête du 1er juillet? On verra, mais c'est quand même bizarre qu'un premier ministre du Québec ne soit pas là pour la fête de son pays, mais c'est pas le nôtre, c'est pas trop grave. OK, Antoine, c'est à toi. Bon, ben... À défaut d'avoir un programme gagnant du Parti québécois, ça, on s'en était déjà parlé, j'avais déjà lu un peu le début, mais moi j'avais planché un peu rapidement, mais sur ce que je croyais nécessaire pour que le Québec puisse survivre au 21e siècle. Donc j'avais intitulé ça pour un 21e siècle québécois, qui est bien sûr une boutade envers... les plans stratégiques des États-Unis qui se nommaient ainsi c'est quoi? Pour un 21e siècle américain. For an American 21st century. Donc, moi, j'aimerais bien que la nation du Québec puisse survivre encore au moins un siècle. Donc, évidemment, c'est difficile parce que ça va de plus en plus vite, la technologie change énormément, la composition de la population change énormément, les mentalités changent énormément. Puis bon, tout ça va ensemble d'une certaine façon. Mais moi, je voulais partager avec tout le monde. Puis là, on a quoi, une vingtaine de minutes, mais c'est quand même très rapide. Mais je voulais lire dans les grandes lignes ma stratégie que j'ai ébauchée, dans les grandes lignes bien sûr, mais... qui, à mon avis, on n'aura pas le choix d'adopter si le Parti québécois perd en 2018. Puis il va falloir que vraiment les forces vives du Québec s'organisent en dehors du cadre étatique jusqu'à un certain point. Que ce soit dans des organisations privées, que ce soit surtout au niveau privé, que ce soit par des fondations, que ce soit par des entreprises privées, que ce soit par des coopératives, ou peu importe, mais il va falloir trouver d'autres moyens d'action que seulement l'État pour défendre le Québec. Voilà, donc je voulais vous lire quelques sujets. Ça va de... J'ai intitulé ça le retour à la survivance. Parce qu'effectivement, si on n'est plus capable de reprendre le contrôle de notre État, le Québec, si petit soit-il avec ses pouvoirs limités d'éducation, de santé, de services de base à la population, il reste que pour nous, c'est un gros morceau et c'est une grosse perte. Donc, j'écris ça dans l'optique où on n'est pas capable, disons, dans la prochaine élection, même peut-être les 10, 15, 20 prochaines années, de reprendre le pouvoir. Puis disons qu'on est avec Philippe Couillard, voire pire, parce que, bon, moi
Je me disais que Jean Charest, ça pourrait jamais être pire, mais là, je me rends compte que Couillard, puis là, de plus en plus, je me dis que après Couillard, ce sera quoi? Je m'attends au pire, donc... puis je pense de toute façon, il faut pallier au pire pour être prêt à intervenir dans la société, puis éventuellement aller vers la victoire. Donc ça va comme suit. Puis si tu veux bien, sur chaque sujet, j'aimerais avoir ton impression, puis peut-être quelques points que tu aimerais que j'explicite peut-être un peu, François. Donc dans mon préambule, je l'avais déjà lu, mais là, je préférais tout le lire d'un bloc comme ça. Au moins, ce sera plus facile pour les éditeurs de se situer par rapport à ça. Donc mon préambule, va comme suit. Force est de constater que la nation française d'Amérique, le Québec, est soumise à de graves pressions déstructurantes de nature à la fois nationale et internationale. Ces forces agissent sur l'identité nationale, l'économie, la culture et le politique, entre autres aspects. Tout cela conspirant à empêcher la liberté politique du peuple québécois. De ce fait, et étant donné qu'il me semble essentiel de devoir adopter diverses stratégies de repli afin de préserver les braises de l'ancien feu, je reprends le fardeau de mes ancêtres pour faire honneur aux fruits de leur labeur. On ne peut plus rien attendre de nos élites politiques contemporaines. La solution doit venir des entrailles de la nation. Tel est le préambule. Et ça va comme suit sur l'aspect économique, l'éducation, les médias et la culture. Donc sur l'aspect économique, très rapidement. La liberté économique est la clé de voûte de toutes les luttes politiques. Il n'y a là pour l'instant rien de très original puisque nos ancêtres l'avaient déjà très bien compris alors qu'ils organisaient des coopératives financières afin de racheter des terres agricoles. Ma stratégie consiste alors à reproduire ce succès ancien, mais aujourd'hui, dans une multitude de filières économiques qui créeront un réseau autosuffisant devenant de facto le roc sur lequel chaque militant pourra s'accrocher. Je suis un réaliste et je sais qu'on ne peut pas créer de mouvement politique de masse si des sympathisants à la cause s'autocensurent continuellement dans leur propre société. Je parle ici des élites, bien sûr. Par crainte de déclassement social et professionnel. Donc on dira ce qu'on voudra, mais c'est pas avec des bonnes intentions qu'on fait changer c'est pas juste avec des bonnes intentions qu'on fait changer les choses. Puis je pense que les 20 dernières années au moins nous l'ont montré. Au niveau de l'éducation et de la culture, le constat est brutal et nécessaire. L'État québécois, depuis 2 ou 3 décennies, a trahi son peuple de la manière la plus perverse qui soit. Effectivement, il a compromis l'avenir de la nation en nivelant l'instruction académique à son plus petit dénominateur. De plus, il a failli à son devoir de transmission de la langue française. Dois-je vraiment dire un mot sur l'assassinat du cours classique? Voici la meilleure façon d'extirper la culture québécoise et occidentale du cœur de la jeunesse, tout en leur collant le nez sur le présent, nihiliste et relativiste, comme on peut le voir aujourd'hui avec Québec solidaire, entre autres choses. Des médiocres analphabètes, juste assez fonctionnels pour devenir des employés dociles. Telles seront les prochaines cohortes, à mon avis. Le pire étant que cette décadence provient en bonne partie de nos pseudo-élites nationalistes, toutes soumises qu'elles sont au dogme ambiant. Faut toujours rappeler quand même que ça vient de Pauline Marois, entre autres la réforme de l'éducation, puis que c'est pas payant au niveau nationaliste. Afin de renverser cette tendance délétère, parce que quand même il faut que je propose des solutions, François, il nous faut exploiter une faille dans le système éducatif québécois, le statut de l'école privée. Puisque n'importe quelle communauté ethnique et ou religieuse peut faire fi quasiment dans sa totalité du programme scolaire québécois au profit d'idéologies et de religions souvent peu compatibles avec la psyché nationale, le devoir et le bon sens nous appellent à utiliser cette arme afin, dans un premier temps, de bâtir une école qui formera les futures élites nationalistes appelées à occuper les postes clés de notre société, politique, économique, médiatique, etc. Je répondrai aux sceptiques de se replonger dans l'histoire récente, alors que l'émancipation partielle des Québécois, lors de la Révolution tranquille, qui fut, d'ailleurs, impulsée par le haut, grâce aux élites canadiennes françaises, des élites qui eurent le cours classique pour inscrire leur action dans l'histoire profonde. Ça, faut quand même le dire, hein? René Lévesque,
a eu cette formation-là. Jacques Parizeau a eu cette formation-là au collège Stanislas. Et bien sûr, Justin Trudeau aussi. Mais Justin Trudeau, c'est pas un con, hein? Donc, je crois que c'est essentiel à ce niveau-là. Puis, on pourra en reparler dans d'autres émissions peut-être, mais je crois que c'est vraiment essentiel d'articuler une action nationaliste sur ce plan-là. Autre sujet, les médias, que j'ai intitulé « Guerre de l'information », parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une guerre. Et c'est une guerre pour les esprits. C'est une guerre pour modeler l'opinion des gens, malheureusement. Mais c'est comme ça. Puis quand on se bat contre Radio-Canada, il faut être efficace avec peu de moyens. Ça va comme suit. L'information diffusée par les grands médias est majoritairement et systématiquement défavorable à la nation et à l'identité québécoise. Même Le Devoir, supposément nationaliste et indépendant, est, au mieux, nuancé et au pire, soumis à l'idéologie ambiante. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un réseau informationnel multimédia et multiplateforme afin de propager à grande échelle la culture nationale, soit la musique, les films, les contes, les légendes, la littérature, etc. L'histoire nationale, bien sûr, par les biographies, les documentaires, entre autres choses. L'idéologie de la grandeur ancienne d'une Amérique française et de son destin de perpétuation. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de pouvoir vivre l'Amérique. Il y a une façon de la vivre en français. Et il y a une grandeur d'antan qui est une voie à suivre. Nous devons posséder nos propres médias d'information qui inscrivent leur analyse dans le temps long, soit sur la radio, la télé, l'Internet et tout autre média, les journaux, bien sûr, peut-être, mais bon, surtout l'Internet de nos jours. La radio et l'Internet, la radio parce que c'est un média, bien sûr, qui est peu coûteux, et l'Internet, encore pour la même chose, puis c'est là que ça va jouer dans le futur. La priorité doit systématiquement être donnée aux points de vue nationaux, autant pour les nouvelles locales qu'internationales. Bien évidemment, le financement de ces plateformes doit être hybride et flexible afin de résister aux chocs et aux représailles. Bénévolat, dons, publicité, entre autres choses. Nous devons systématiquement nous approprier médiatiquement les succès économiques et culturels québécois et obliger les gens à se situer par rapport à ça. L'objectif final est de devenir incontournable médiatiquement et de ce fait pouvoir imposer l'ordre du jour et les concepts sur les plateformes concurrentes. C'est-à-dire forcer, disons, les gens à se situer par rapport à la cause nationale. Puis, d'après moi, on n'est pas obligé d'avoir autant d'argent que Radio-Canada, mais d'être assez flexible, juste assez organisé, assez polyvalent pour être capable de faire, passer une rumeur ambiante, d'une certaine façon, sur certains sujets, pour que ça passe dans les médias sociaux puis que ça remonte vers les médias ultra subventionnés qui nous sont défavorables, mais qui devront malgré tout qui devront malgré tout se situer par rapport à certains sujets qu'on aura mis sur l'espace public, dans l'espace public. Donc, encore une fois, à méditer. Mm-hmm. Au niveau de la culture, petit hommage d'abord. Donc, en début d'analyse, je me dois de rendre hommage à un de nos plus grands cinéastes intellectuels. Évidemment, Pierre Falardeau. Rares sont les hommes qui vivent selon leurs principes moraux, et Falardeau les vivait jusque dans son langage populaire qui faisait tant honneur aux plus humbles d'entre nous. Encore plus rares sont les hommes qui choisissent l'intégrité plutôt que le confort matériel et le statut social, et Falardeau était l'un de ceux-là. Combien d'hommes encore sur cette planète consacrent leur vie entière à une cause, et surtout lorsque tout porte à croire que la victoire ne viendra jamais de son vivant. Il est certain que des hommes de cette valeur se comptent sur les doigts d'une main à chaque génération, et cet homme, Pierre Falardeau, était tout cela en un seul homme, et il était un des nôtres. Cet homme a choisi la liberté, l'honneur et la patrie du Québec. Sachons prendre acte et lui faire honneur. Donc, sur le plan culturel,
Dans un premier temps, il nous faut conserver, dans un deuxième temps diffuser et dans un troisième temps propager. En premier, dans une initiative de type privé, nous devons récolter et numériser un maximum d'œuvres culturelles québécoises afin d'en faire une bibliothèque numérique, c'est-à-dire archivée et cataloguée. De plus, sous les différentes rubriques, nous créerons une bibliothèque de combat afin que le plus grand nombre s'arme intellectuellement. En deuxième, il nous faudra diffuser, ou infuser, c'est selon, dans la population un bagage culturel commun. Je dirais plutôt infuser là-dedans. Certaines chansons doivent être apprises par cœur de génération en génération. Certains films doivent être vus. Des livres lus et des légendes sues. Pour créer... Pour que ça rentre dans la psyché nationale, pour créer des référents communs, puis pour que ça crée un ciment au travers de nous tous. Donc voilà, ce petit survol, François. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. De ma vision des choses, disons, dans les tout d'abord, 20-30 prochaines années. Il nous reste 6-7 minutes. Mm-hmm. Quand tu parlais tantôt de filière économique. Ouais. Filière économique. Tout à fait. Là, on parle... tu parles-tu des grands décideurs ou bien... Non, je parle, par exemple, disons qu'on se met à plusieurs pour créer une petite coopérative qui va acheter une terre agricole, une petite terre agricole, et qu'on produit chaque année un certain nombre de fruits et légumes. On peut en revendre tel quel au début pour se financer, mais idéalement, c'est de réinvestir et de s'acheter, disons, un restaurant. Un restaurant duquel on va pouvoir transformer cette nourriture-là, puis créer de la valeur ajoutée pour à la fois faire du cash par la ferme, à la fois faire du cash par le restaurant. Tu vois un peu le genre un peu où je veux en venir. Puis là, bien sûr, ça peut être sur toutes sortes de filières économiques comme ça, mais idéalement, c'est de posséder tout le procédé de transformation jusqu'à la vente finale où il y a le plus de valeur ajoutée, disons. Donc, disons, le restaurant, c'est pas mal là où tu vas faire le plus de cash au niveau de l'alimentation, disons. Genre un peu, disons, au niveau de la transformation de la nourriture, à tout le moins, c'est là que tu vas faire le plus de cash. Encore plus si ton entreprise, là, moi, je vois plutôt ça sur le plan coopératif, mais si l'entreprise, peu importe la manière, mais si elle peut posséder à la fois ses moyens de production et les moyens de vente, disons, c'est essentiel. Puis là, ensuite, quand je dis plusieurs filières, c'est plusieurs filières qui peuvent s'entraider. Donc, disons que tu possèdes quelques petites entreprises de type coopératif au niveau de l'alimentation, au niveau de l'agriculture, de l'alimentation. Ben, ensuite, toujours sur le plan agriculture, sur le plan de l'agriculture, ben, il y a moyen de faire du textile, il y a moyen de faire des vêtements, il y a moyen de faire des produits de haute qualité, haute valeur ajoutée. Parce que là, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas compétitionner dans le monde d'aujourd'hui contre les Chinois qui font des objets cheap. Donc, il n'y a pas le choix d'aller sur certaines filières qui sont c'est ça, à haute valeur ajoutée, mais de haute qualité. Pour pouvoir le vendre ici même. Mm-hmm. En fait, voilà. ce que tu me dis, c'est Ce que je veux le dire, principe de la coopérative. Mais pas juste de la coopérative, c'est que le principe que ça prend une vache à lait pour pouvoir fournir une action politique. Donc, je crois que une action politique qui serait structurante, qui serait structurée, donc qui aurait les moyens de ses ambitions, il faudrait qu'elle soit hybride à la fois dans la production, mais à la fois aussi dans le militantisme. Donc, il faudrait pouvoir faire les deux en même temps. Bon, pas juste que... Parce que ce que je veux dire, c'est toi, tu as une job, moi, j'ai une job, tout le monde qui nous écoute a une job. Puis la majorité des jobs qu'on a dépendent de gens qui sont, premièrement, pas du tout souverainistes, deuxièmement, qui sont pas garantis du tout.
Donc, je pense que jusqu'à un certain point, il faudrait être capable de, par des réseaux économiques, d'aller chercher un minimum d'indépendance économique sur le plan économique par des initiatives de ce genre-là. Pour être capable de générer de l'argent, puis générer un minimum au pire de salaire. Si mettons, toi, tu perds ta job à cause que tu as une radio, on va dire. Ou peu importe, ça peut arriver à n'importe qui. Quelqu'un qui milite vraiment, là, puis qui se fait médiatiquement ramasser. Là. Disons stupid. À un moment donné, je suis pas convaincu que si lui, il se fait diaboliser là, constamment, là, que son employeur, à un moment donné, ça remonte jusqu'à lui, là, puis que son employeur se fait appeler, puis il y a des pressions de divers groupes, ou peu importe, ça pourrait lui faire mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut essayer de... Oui, être actif sur le champ politique, mais aussi avoir un pendant économique pour être capable de résister à des chocs, pour être capable de garder la liberté de parole. Parce que quand t'as rien à manger, c'est bien difficile après. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui sont très inspirants, entre autres au Pays Basque. Bien sûr, les Basques, c'est un peuple distinct qui chevauche l'Espagne et la France. Et du côté espagnol, il y a une entreprise, ça s'appelle Mandragon, je sais pas comment il prononce. Mais c'est une coopérative à la base qui date des années 60, qui a été créée par un prêtre catholique. Puis c'est une coopérative d'ailleurs. Et ça me faisait drôlement penser à nos prêtres à nous, nos curés, qui ont organisé le rachat de terres agricoles quand une majorité des Anglais sont partis peupler la péninsule ontarienne, donc dans la région de Toronto, dans les années 60, 1860. Puis c'est par des coopératives financières, puis c'est par une épargne individuelle qui a été collectivisée, qui a été possible de racheter peu à peu, puis de faire une conquête territoriale. D'ailleurs, René-Marcel Sauvé là, en parle beaucoup, puis éventuellement, là, je vous montrerai, on va pouvoir diffuser l'entrevue que j'ai faite avec lui. Ah oui, ça s'en vient, ça, mesdames et messieurs. S'en vient, je vous exactement. dis, tu es allé le rencontrer il y a une semaine? Une semaine, oui. Chez lui? Ouais, là, c'était mardi dernier. Donc tu es en train de préparer ça. Et voilà, on fait le montage. Tu as aimé l'expérience? Oui, très, très sympathique, l'homme. Très, très dévoué, on le voit. On s'entend à 86 ans. Le gars, il lâche pas. Il écrit encore il écrit un autre livre. Il vient d'en finir un 4e ouvrage, si je me trompe pas. Il vient de finir. Et là, il est encore sur un autre actuellement. Donc, il est bon, faut lui donner. C'est ce qu'on appelle un militant. Il nous reste 2 minutes, Antoine, on va revenir. Je vais regarder mon petit papier. Juste pour terminer sur Mandragon, c'est une coopérative qui fait à peu près 10 milliards de dollars par année. Ouais, mais ça a été créé juste comme ça, combien de temps? Dans les années 60. Ouais. On n'est pas rendu là, on est loin de là. Mais par contre... ce que je veux dire, c'est que les employés possèdent l'entreprise. C'est ça le principe. Mais on peut se dire qu'ici, dans les coopératives, on a déjà eu des maudites belles expériences ici au Québec. On a commencé les caisses populaires des jardins. Oui, tout à fait. J'aimerais juste terminer sur 2 choses. La culture, tu parlais de Falardeau. Mais parce que il nous manque de temps, il est 56, puis tu parlais aussi que Internet, c'est là que ça va se passer dans le futur. C'est ça que tu disais tantôt. Bien sûr. Tu nous parlais de Falardeau, tu nous parlais de numériser. Avoir une bibliothèque de combat. Mais ça, une bibliothèque de combat, ça peut être sur bien des formes. Ça peut être sur des capsules, ça peut être des films, ça peut être... Moi, je pense à des capsules, genre 5 minutes, faciles à diffuser sur les réseaux sociaux. Un gars comme Jean-Jacques Nantel, là, qui peut arriver avec un petit 3, 4, 5 minutes, là, bien placé, bien argumenté, ça fait un job. Oui, clairement. Ce que je veux dire par une bibliothèque de combat, c'est recenser des ouvrages importants, voire même essentiels, pour être capable de défaire toute l'idéologie ambiante. Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que je faisais avant que les gars de sport arrivent? J'étais en train de chercher quelque chose. Un disco de Marcel Tessier. OK. Bon, il est bon en maudit le pain. Il est rendu à 83, 84, 85 ans. Mais avec Internet, on est capable d'aller chercher les discours qu'il a déjà prononcés.
Et écoute, j'en ai trouvé un, là, c'était sublime. Et puis, je vais le faire entendre aux auditeurs. Mais c'est avec la machine qu'on a aujourd'hui. Ce que tu dis que Internet c'est que c'est là que ça va se passer dans le futur. Ben, c'est à nous autres d'en profiter. Puis on n'a pas de raison de dire, ben, les médias, avant, ils n'avaient pas de ça, Internet. Ça n'existait pas. Puis Facebook, puis toutes ces choses-là, ça n'existait pas. On n'a plus de raison, là, c'est ça, aujourd'hui, de dire qu'on ne peut pas rien faire parce que les médias contrôlent tout. Là, avant, les indépendantistes, René Lévesque, Guy Joron, Jacques Parizeau et l'autre, là, comment il s'appelle, le Robin des banques, là, enfin, j'oublie son nom, Yves Michaud, ont parti le journal Le Jour. Mm-hmm. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de partir du journal. Là. On a cet écran-là, puis on fait ce qu'on peut, là, on fait ce qu'on veut. On écrit un texte, on le met là-dessus, on tourne une vidéo, on le met là-dessus, on voit un film qui est bon, on le met là-dessus, on le partage. C'est ça, là, un peu notre avantage aujourd'hui qu'on a. Mais il ne faut jamais oublier que faut pas rester dans la facilité. Il faut constamment faire de la recherche. Et c'est ce que Céline Lebel fait en essayant d'avoir des nouveaux invités à chaque semaine avec son émission en 60 minutes. Elle est allée chercher Jacques Sapir. Bien sûr, très intéressant. Elle est allée chercher aussi, justement, René-Marcel Sauvé. Et puis d'autres. Et là, tout est allé rechercher René-Marcel Sauvé. Puis, et il faut constamment avoir la tête à trouver de nouvelles entrevues. Et puis, pour faire en sorte que on puisse... puis nous autres, on diffuse sur YouTube maintenant. On diffuse, on fait notre gros possible. Et je vais vous revenir la semaine prochaine là, en compagnie d'Antoine. Il va falloir que vous aussi soyez parmi disons, les artisans de tout ça. On va vous demander... Ouais, vas-y, en terminant, je te donne 30 secondes. Laisse-moi le mot de la fin. Simplement pour dire que ça a l'air, jusqu'à un certain point, impossible. Parce que les troupes sont démotivés, les gens y croient plus beaucoup. On dit que ça date, on dit que c'est pas d'actualité. Moi, je tiens juste à dire une chose. Passer à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Mais moi, je tiens juste à dire une chose. C'est que la vérité est de notre bord. Puis ceux qui mentent sans arrêt dans les médias, d'après moi, la vérité va toujours reprendre ses droits, premièrement. Et deuxièmement, nos ennemis politiques ont l'air puissants, mais sont très faibles sur plusieurs points. Il faut simplement aller prendre les poignées qu'il faut, puis les renverser, comme du judo. Merci, Antoine. Merci, François. Mesdames et messieurs, c'était Antoine Boucher-Paquette et en première partie d'émission, j'ai en première partie de soirée, les gars du sport, encore une fois, merci aux gens du sport, et Daniel Saint-Hilaire, Stéphane Allinger et Serge Rollin. Merci aussi à toute l'équipe, là, des collaborateurs de l'émission du sport, M. Lavie, Simon Lavie en particulier, qui nous a parlé de boxe depuis un petit bout de temps. C'est très intéressant. Merci, Yvon Guy, trop tard, on va revenir demain soir. Salut Antoine et à demain. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.